Merci d'être venus, comme toujours, nombreux pour, en fait, ce qui est notre première séance véritablement de l'année. Alors, on a d'abord le plaisir d'accueillir Joseph Incardona pour parler de son dernier livre, Le monde est fatigué. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai deux annonces à faire. D'abord, excusez l'absence de Corinne qui s'est fait opérer de la hanche il y a 2 ou 3 jours, tout s'est bien passé. On lui souhaite nos meilleurs vœux de rétablissement et elle sera bien entendu parmi nous pour la prochaine séance qui aura lieu le 5 mai. On reçoit Karel Ménine. Et alors on reçoit qui? Karel Ménine. Karel Ménine. La deuxième annonce, c'est qu'on a une criée ce soir. Alors rassurez-vous, ça ne fait pas de bruit, une criée, c'est le nom qu'on donne à la possibilité qu'un membre de la Compagnie des mots de présenter en 2, 3, 4 minutes maximum un livre qu'il ou elle a spécialement aimé. Alors ce soir, c'est Denise qui a demandé à faire une criée. Et donc on va lui laisser la parole. Donc j'espère qu'elle ne va pas abuser. À toi. Merci, chers amis. Bonsoir. Alors, comme vous a dit Pierre, oui. C'est le coup de cœur qu'on a pour un livre. C'est un livre qui est apparu en mars 2025. Je vous montre la couverture. Le livre était trop lourd. Il compte 177 pages. Le titre « Par les fleurs » de Françoise Favre-Prinet, joliment édité par les éditions Encre Fraîche. Je vais vous dire en quelques mots l'histoire et ensuite j'ouvrirai un tout petit passage. L'auteur, Françoise Favre-Prinet, est née en Algérie, un beau pays au soleil. Mais la guerre de libération renvoie les colons brutalement en France. Françoise, âgée alors de 8 ans, sera avec sa famille exilée en Lorraine, une contrée froide, inhospitalière pour les pauvres personnes qui arrivent des colonies. Ils sont même hostiles à nos compatriotes pourtant. Françoise se sent entourée d'hostilité aussi bien à l'école qu'en famille. Après l'abondance en Algérie, voici la pauvreté. Heureusement, les mots viennent à son secours, l'aident à surmonter le désespoir. Ce sont les lectures, l'écriture des poèmes. À l'école, les compositions françaises et le sport la valorisent. Mais on vient de lui refuser le droit aux études. Mais à l'adolescence, elle découvre tout à coup la force de la beauté. Ça paraît stupéfiant, mais c'est magnifique à découvrir dans le livre. La beauté m'a dit, prends mon souffle et passe-le, sois l'embellie. Voici la force née de la contemplation d'une fleur. L'ouvrage, qui est l'histoire de la guerre, de l'exil, de la séparation, le rejet, la malveillance vue à hauteur d'enfant. Ce sont des petits chapitres écrits à hauteur d'enfant, dans une langue très poétique, où chaque mot est choisi avec soin pour éclairer l'émotion. Un livre saisissant, édité très joliment, un joli format, par les éditions Encre Fraîche. Aujourd'hui, enfant fragile, je l'ai rencontré, Françoise Favre-Prinet, elle doit avoir 60 ans, quelque chose comme ça. L'enfant fragile est devenue une adulte rayonnante, une poétesse reconnue, une biographe. Elle a publié plusieurs biographies, une animatrice d'ateliers d'écriture et de philosophie. Elle est établie à Morges, elle reçoit chez elle. Une écrivaine dont le dernier livre est un grand bonheur de lecture, un bol d'émotion et de goûter. Et je vais vous lire juste un tout petit passage. C'est les toutes dernières lignes du livre. J'aurais dû les apprendre par cœur. On n'a pas besoin de le lire, quoi. On sort à la fin. Non, mais c'est de la Non, poésie. C'est de la poésie. Dire que c'est l'auteur qui C'est de la poésie. Non, je sais bien.
compris. La solitude et le silence m'ont serré contre eux. Ils ne faisaient aucune promesse. Ils étaient de passage. Les pâquerettes ont estampillé leur œuvre. J'ai alors emboîté le pas de la beauté pour la très lente reverdie à l'endroit du monde. Et l'amour qui s'ensuivit nous précédait. La vie a de ses grâces. Je vous le disais, de tout cœur, merci. C'est elle qui le dit. Un beau livre. Merci. Voilà, revenons donc à notre invité, Joseph Incardena, et à son livre, son dernier roman, Le monde est fatigué. Vous avez peut-être déjà entendu parler, entendu le nom Joseph Incardena, mais vous ne savez pas qui se cache derrière ce nom. Il est là, en chair et en os. Et pour présenter Joseph Incardena, qui mieux placé que Joseph Incardena? Alors je vais demander en 2 ou 3 minutes, comme pour Denise, de se présenter. Il le fera beaucoup mieux que moi. Oui, alors merci Pierre. C'est jamais un exercice facile de se présenter, on croit que... Ah non, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il le fait pas. Qu'est-ce que tu crois? Alors déjà, il y a une chose qui est... Bon, voilà, par rapport au livre qui vient de se présenter. Bravo, c'est jamais facile de présenter un livre. La vie, elle est étonnante, elle a ses cercles, elle a ses ellipses. Et moi, quand j'arrive au Collège Voltaire, c'était quelle année? Les années 86, il y a un monsieur qui donne des cours de français que je n'ai pas eu comme prof, qui s'appelle Pierre Béguin. Voilà. Et donc je me souviens de toi. Toi, tu ne te souviens pas de moi parce que tu m'as pas eu comme elle, puis moi j'étais tout petit comme ça. J'ai quand même passé 5 ans dans ce collège parce que j'ai redoublé une année en plus. Voilà, tu étais Oui, déjà... Je suis parti en 87 au Collège Calvin, donc tu m'as pas vu longtemps. Oui, je t'ai vu, je te croisais dans les couloirs. Voilà. Donc, qui je suis? Alors, je suis, comme vous tous et toutes, je suis un père de famille, un citoyen, un ami, un amoureux, et puis je suis aussi un écrivain. Donc ça fait partie, l'écriture fait partie de ma vie, elle me constitue depuis toujours, je crois, parce que je suis issu de parents, enfin mes parents faisaient des saisons dans les hôtels. Et puis ensuite, on travaillait pendant des années comme domestique pour des grandes familles. Et donc, entre 0 et 15 ans, j'ai tout le temps déménagé. Avec mes parents. Parfois, je changeais d'école deux fois dans l'année. Donc, ils faisaient les saisons. Alors, c'était en France. Après, c'était une partie en Italie. Après, en Suisse, dans différents cantons suisses, etc. Donc, j'étais souvent seul. Le temps de se faire des amis ou pas. Donc, cette solitude a été pour moi... quelque chose que j'ai toujours aimé au fond, je m'aperçois. À l'époque, elle était plutôt subie. Donc je m'inventais des mondes. C'était ceux des jeux que fait un gamin, seul ou après avec d'autres enfants. Et je sais que très tôt, j'ai écrit des choses. J'ai écrit des petites bandes dessinées, j'ai écrit des textes que mon père avait gardés. Et d'ailleurs, quand j'ai revu il y a quelques années une amie qui me disait « Qu'est-ce que tu es devenu ?» Je dis je suis écrivain. Elle me dit « Ça ne m'étonne pas, tu écrivais tout le temps. » Voilà. Donc, sauf qu'entre l'enfance, puis l'adolescence, et puis après l'âge adulte, cette idée de l'écriture, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus flou. On doit se trouver un métier, on doit apprendre à quoi faire dans sa vie, etc. Et puis, la chose s'estompe un peu. Il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. Bon, il y a l'Institut littéraire à Vienne maintenant, mais ce que je veux dire, c'est un métier qui s'apprend tout seul. Ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est un des derniers bastions des gens qui sont autodidactes. Il n'y a pas de conservatoire de musique, de beaux-arts. Si vous êtes plasticien, musicien, comédien, vous avez une école, vous pouvez interpréter des textes. Alors que l'écriture, vous faites ça tout seul. Vous lisez d'abord, et puis après, si vous avez cette passion d'écriture, vous commencez à écrire. Il y a tout ce moment complètement fou où vous écrivez pendant des années dans le vide.
C'est-à-dire que vous n'écrivez pas dans le vide parce que vous apprenez le métier, mais vous avez un premier manuscrit, vous l'envoyez, c'est pas assez bon, on vous dit non, après un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'au jour où ça, voilà, où ça va prendre. Alors, je vais raconter juste une petite anecdote. C'était Pierre Munier à l'époque qui était le rédacteur en chef du Courrier. Donc, pendant l'université, après la matu, je commence à faire des petits boulots pour me payer mes études. Et je pars de chez moi et vers la fin je m'inscris en Sciences Po, je ne savais absolument pas quoi faire. Sciences Po Genève, pas à Paris, et je me dis tiens, journalisme. Donc il y avait quelque chose quand même avec l'écriture. Donc après ma dernière année d'études, je trouve un poste comme stagiaire au Courrier, qui existe toujours d'ailleurs, heureusement. Et donc on m'engage pour 2 ans, pour faire ma carte de registre professionnel afin de devenir journaliste. Et puis après quelques mois où on m'envoie, alors ce que j'aimais beaucoup faire c'était commenter les matchs de foot. Et alors on vous envoie à Dardani parce qu'il y a un problème de contentieux avec la commune et un paysan, après on vous envoie, alors bien sûr c'est pas le truc du grand reporter, etc. Donc j'allais avec ma Vespa et tout ça, qu'au bout d'un moment, notamment c'était pas ce truc à Dardani, il y avait une info que je devais vérifier, puis c'était loin, puis je dis mais allez, puis hop, je mets 3 lignes, j'invente. De toute façon, ça n'allait pas, franchement. Ça collait bien en plus. Hein. Donc, j'ai fait un peu. Puis, j'ai commencé à prendre l'habitude de ça. Donc, quand il y avait des trous, des machins, j'inventais, j'arrangeais l'histoire. C'était un vrai journaliste. Voilà, avec une vraie déontologie. Voilà. Jusqu'à quand Patrice Munier, je le cite parce que je sais qu'il est devenu poète, enfin, à part le fait qu'il était, je crois, maire de Genève aussi, puis poète, etc. Me apprend le truc, donc il me tombe dessus, bien entendu, je me fais engueuler et je me fais virer. Et là, il me dit cette phrase, il me dit il faut écrire, jeune homme, il ne faut pas faire du journalisme, il vous faut écrire, mais d'un ton plutôt, il faut écrire des romans, d'un ton plutôt ironique. Et en fait, c'était pour moi une évidence. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des petits boulots pour avoir du temps pour écrire, parce que c'est ça dont on a principalement besoin. Et comme ça, les choses ont commencé. Après, je suis parti à Paris, j'ai édité dans une toute petite maison d'édition 3 livres, après une maison un petit peu... Ouais. Et petit à petit, les choses sont arrivées, elles se sont mises en place. Voilà. Donc, je privilégie l'aspect écriture. Hein. Ouais, tu t'en as bien tiré. Voilà. Bravo. Je ne sais pas si c'est 4 minutes ou plus, mais bon, voilà. Ouais, t'es un peu long, mais enfin bon. Bien, on va aussi présenter le livre maintenant. Alors, je ne vais pas lui demander de présenter le livre. Non, mais j'ai compris ton truc. Je vais quand même faire le boulot. Je vais quand même faire le boulot pour le livre. Une précision tout d'abord. Nous ne parlerons pas du dénouement de l'histoire. Si vous voulez savoir comment... J'avais prévu de lire les dernières pages. Non, tu ne liras pas les dernières pages. Parce que si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, eh bien, vous vous adressez à notre libraire préféré, derrière vous, à Claire. Claire la sirène. Auprès de laquelle vous pouvez vous procurer Le Monde est fatigué pour la modique somme de je sais pas, mais c'est pas marqué. C'est en euros, c'est pas en francs. Il est 31,80. Bon, 31,80 et que Joseph se fera évidemment un plaisir de vous dédicacer en fin de séance. Voilà. Quant au pitch lui-même, alors l'héroïne s'appelle Nathalie Sauget, mais ce nom correspond à sa première vie, à une vie qui est antérieure au temps du roman. Nous allons la connaître durant sa nouvelle vie, sous son nouveau nom de Ève. Et Ève exerce une profession assez inattendue. Elle est sirène professionnelle et elle se produit dans des grands aquariums et piscines de luxe aux 4 coins du monde. Sous sa queue de sirène en silicone se cache une femme physiquement et moralement brisée après un grave accident qui lui a coûté ses jambes. Alors l'histoire se construit autour de sa quête de vengeance contre l'homme responsable de son accident. Et pour l'aider dans cette entreprise, on a un détective privé assez atypique, Matt Moser, qui l'accompagne dans son enquête et qui apporte une touche à la fois d'humanité et d'humour au récit. Le roman utilise la figure de la sirène contemporaine comme métaphore pour explorer plusieurs thèmes. D'abord, l'hyperconsommation avec ses conséquences, l'illusion du luxe et l'épuisement des désirs,
la déshumanisation et la manière dont les corps et les identités sont façonnés, exposés et même marchandisés, l'épuisement du monde, comme l'indique le titre, l'épuisement du monde qui est suggéré donc par le titre, qui reflète l'usure de notre époque, saturée, qui produit trop de tout et surtout du bruit, beaucoup de bruit, et qui paradoxalement laisse au final une sensation de vide intérieur. Et enfin, la conséquence de tout cela, la perte de repères, la perte de transcendance et donc la perte totale de sens. Alors vous l'avez compris, Joseph Incardona, c'est pas Melissa d'Acosta, c'est pas de la littérature I Feel Good. Il suffit pas de changer l'eau des fleurs pour régénérer le monde. Est-ce que j'ai bien présenté le roman ou tu veux rajouter quelque chose? C'est très très bien. On s'est bien tiré aussi. Non, sans... Match nul, Suisse. c'est très très bien. C'est très bien. Alors on va tout de suite vous mettre dans le bain avec une première lecture, comme ça vous prenez connaissance du texte. J'ai souligné dans mon résumé tout à l'heure l'accident à partir duquel tout bascule, à partir duquel Nathalie devient Ève. Vincent va nous lire, alors non pas toute la scène de l'accident, elle est assez longue, mais la mise en place des éléments qui vont conduire à la tragédie. L'épisode ne vient pas tout de suite dans le roman, il est en flashback, aux pages 134-135. Tu les as? Oui. Vincent, à toi. Il était une fois un instant plein, ces minutes qui se succèdent et durent, longues comme des heures, où dedans, à l'intérieur de soi, la joie déborde, le cœur pulse d'un élan incontrôlable et enfantin. Le souffle lui manque à Nathalie, mais ce n'est pas parce qu'elle pédale un peu trop vite sur son vélo, même pas électrique, acheté d'occasion, plutôt une arythmie du bonheur, le cœur qui fait des bonds, oublie un battement, en rajoute un par caprice, à contretemps, pompant le sang de façon désordonnée. Et là, cet enfant qui pousse dans son ventre lui donne des coups de pied, la vie qui pulse. Il y a le bonheur d'un été qui bat son plein, la nuit qui sent le jasmin, l'odeur du lac devenu trop chaud, son humidité comme une sueur d'algues et de zooplancton. La brise tiède sur son visage moite. Un discret plaisir érotique, surprenant, qui se manifeste dans son bas-ventre alors qu'elle pédale en souplesse, la jupe remontant sur ses jambes. Une longue descente s'annonce, elle pourra fermer les yeux quelques secondes et goûter à la nuit. Ce n'est rien d'autre qu'un banal moment de grâce. Il n'est pas facile de raconter la joie. La prouesse serait d'écrire un roman entier là-dessus, sur la félicité, peu exportable car ennuyeuse pour celui qui ne la vit pas, insupportable ataraxie pour le préoccuper face à la béatitude du souriant. Peu à dire, rien à raconter, le voilà tout absorbé à vivre. Il le faut pourtant dire la joie de cette femme, en tout cas le strict nécessaire, l'indispensable en vol, pour comprendre sa chute, son drame, sa tragédie. Et là, tout de suite, voilà que ça devient plus intéressant, on s'arrête, on tend l'oreille, on plonge le regard. Il était une fois, donc, la nuit, la lune et l'odeur du lac. Et une femme heureuse. À ses trousses, un destin vache. Il a pris la forme d'une Lamborghini Veneno moteur V12 de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes pour le modèle Roadster, fabriqué uniquement en 9 exemplaires à 7,3 millions d'euros pièce. Son conducteur, lui, étant viré sur la planète Défonce. La nuit l'empêche de bien voir malgré les phares puissants de son véhicule. La lune est une illusion découpée sur le ciel. Quant à l'odeur du lac, il ne peut la sentir dans son habitacle en cuir marron, isolé et rafraîchi par l'air conditionné. Et puis, l'homme est bien plus qu'un homme, c'est un prince, un vrai. Il a 5 frères et 3 sœurs, mais c'est lui le prince héritier, il a 26 ans. L'âge exact de Nathalie.
Il conduit un bolide dont la plaque minéralogique est immatriculée à Dubaï, transport par avion pour les 3 semaines de vacances au bord du lac Léman. Il y vient depuis l'âge de 14 ans, loge dans un de ces hôtels 5 étoiles de la rade de Genève. C'est le genre de client dont les livreurs s'arrachent les commandes pour boire de 100 balles garanties pour leur apporter des pizzas dans une suite hors de prix. À côté du prince, il y a une fille qui n'est pas voilée, une escorte, une courtisane, bon, disons-le franchement, une pute de haut vol. Blonde et caucasienne avec des lèvres gonflées au botox. Exactement le genre de fille que le prince n'épousera jamais, mais dont il va profiter au maximum. Ses jambes longues et dorées s'échappent de la mini-jupe et prennent fin avec une paire d'escarpins loup-boutin qu'il lui a offerte dans l'après-midi. Ce que veut le prince, là maintenant, c'est qu'elle se masturbe pendant qu'il conduit. Il exige et la fille s'exécute. Parfois, l'existence vous amène à faire des trucs comme vous branler dans une Lamborghini. Ça se racontera éventuellement quand on sera bien vieille, le soir à la chandelle, peut-être dans un livre qui sera un témoignage. Et si au fond elle ne trouve pas ça humiliant ni désagréable, c'est grâce au ruinard rosé et au gros chèque qu'elle rangera dans sa pochette Prada demain matin. Voilà. Alors vous avez... Très bien lu, hein. Bravo. Bravo. Et on va mettre une corbeille pour tout les remercier. C'est jamais facile de lire, c'est une drôle de distance pour les comédiens. Ouais. C'est très bien, merci beaucoup. Alors vous l'avez entendu, il était une fois un prince, alors qui est un peu méchant, certes, normalement les princes sont pas méchants, une femme qui va devenir sirène. Tout ça, j'imagine, a dû faire un peu tilt chez vous. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah non, 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 non. Alors moi je suis dans le... Il était une fois dans le conte, dans le prince. Ils volent haut, Pierre. Moi je vole haut là. Hein. Je vole haut. Tu penses à Anderson. Moi je pense à exactement, voilà. Bah, la petite sirène. La petite sirène d'Anderson. Voilà, c'est la petite sirène d'Anderson revisitée. Mais pour analyser quel dialogue entretient le roman de Joseph Incardena avec le conte d'Anderson, bah, il faut peut-être d'abord se rappeler le conte d'Anderson. Hein, alors là, vous êtes le public, normalement, il est peinard, parce qu'on ne l'interroge jamais. Eh bien non, pas ce soir. Pas ce soir. Je vais vous demander d'essayer... Ah bah, j'ai pas été prof pour rien. Donc, on va essayer de reconstituer ensemble la petite sirène d'Anderson. Qui s'en souvient? Je crois qu'il y a un match ce soir. On va voir un peu qui a des lettres. Mais attends, il faut demander comment ça finit. Parce que c'est là que tu Non, on ne dit pas comment ça finit. Non, mais je veux dire, l'Anderson, comment elle finit? Parce qu'il y a deux versions. Il y a deux versions. Et selon qu'on te répondra ceci et cela, tu sauras ceux qui ont lu le texte d'Anderson et ceux qui ont regardé le film de Walt Disney, le dessin animé. Parce que ça n'a rien à voir. Oui, mais attends, là, on n'est pas dans Walt Disney, on va être dans Anderson. Puisque Walt Disney, il interprète un peu. Il joue au prof. Je te renvoie la balle. Alors, bon, apparemment, la petite sirène, ça vous dit rien? On va peut-être reconstituer ensemble, alors. Alors moi, je vais te dire une chose, c'est que je n'ai jamais lu le conte de la petite sirène d'Anderson. Peut-être qu'on me l'a raconté quand j'étais gosse, peut-être que quelque chose est resté dans les sphères du subconscient, enfin voilà. Bah, il doit, mais je n'ai jamais lu, on pense souvent que je me suis inspiré de, alors que non, mais je pense qu'on a dû me le raconter, que quelque chose est resté, mais je me suis dit que maintenant j'allais le lire, parce que je vais ah bon, voilà. Non, mais c'est sérieux, c'est plus d'une fois, et après voilà, c'est assez évident, ce que hein, Carl Gustav Jung appelait les archétypes, il y a des choses qu'on sait
voilà. Donc voilà. Mais peut-être que effectivement, je n'exclus absolument pas que quelque chose soit resté et qu'on me l'ait raconté, ou une prof me l'a raconté quand j'étais à l'école primaire, etc. Donc voilà. Mais que ce soit une revisitation, ça ne me dérange pas, et que ce que j'ai fait... C'est revisité, mais un peu inversé, comme une chaussette qu'on tourne comme ça. C'est le prince qui n'est pas charmant. C'est le prince qui n'est pas charmant, justement. Tu n'auras pas payé les droits d'auteur. Le prince n'est pas charmant. Celui de la petite sirène, il est pas méchant, mais enfin, il n'est pas terrible quand même. Hein. Il pourrait être mieux. Ils sont un peu fades, ces princes charmants en général, je trouve. Mais bon, un petit côté Kent de Barbie. Voilà, donc la petite sirène vient à 15 ans, les sirènes peuvent aller comment dire, au niveau de la mer, hein. Elle peut aller voir. Elle peut aller en surface, elle a le droit à 15 ans. Et donc elle y va, et là il y a un bateau, un prince, qui coule, il tombe à l'eau, le prince. Alors évidemment la petite sirène va sauver le prince, qui est inconscient. Elle le ramène au rivage, le prince est inconscient. Et quand il se réveille, la petite sirène, elle part en vitesse, et il y a une autre femme qui est là. C'est le propre du conte, il y a toujours le faux héros. C'est lui qui... il y a une autre femme qui est là, et le prince croit logiquement que c'est cette femme qui l'a sauvé. Mais la petite sirène, elle aimerait quand même bien avoir une âme immortelle comme les humains, parce qu'on lui a dit que les humains avec une âme, sa grand-mère, elle lui a dit que les humains avec une âme immortelle, ils vivaient moins longtemps que les sirènes, mais ils ont une âme immortelle. Je dis, merde, moi j'ai aussi une âme immortelle. C'est-à-dire, si tu veux une âme immortelle, il faut épouser un humain. Alors je dis, bon, je vais essayer de séduire le prince. Mais évidemment qu'avec sa queue de sirène, ça ne va pas. Donc c'est une sorcière des mers, je crois. Je n'ai pas tous les éléments, mais Médusa. Médusa, voilà, il a bien lu Walt Disney. Donc Médusa, qui lui dit, qui lui permet d'avoir des jambes, mais alors évidemment elle perd sa voix de sirène. Il lui dit, voilà, si tu n'arrives pas à séduire le prince, tu ne seras même plus jamais une sirène. Tu ne seras plus rien, tu seras une écume. Et alors la petite sirène, elle est quand même motivée maintenant pour essayer de séduire le prince. Elle y arrive pratiquement, hein, mais le prince, il est toujours un peu obsédé par cette femme qui croit être celle qui l'a sauvé. Et puis à un moment donné, comme c'est un prince, on lui dit, tu vas épouser une princesse, pas une... Oui, c'est pas que c'est une sirène, mais enfin, c'est pas assez. Et il se trouve que cette princesse qu'il doit épouser, c'est justement la fille qui pense qu'il l'a sauvée. Alors le prince était éperdument amoureux de cette femme, et la pauvre petite sirène regarde le coucher de soleil et sa vie se terminer. Elle va devenir écume, puisqu'elle n'a pas réussi. Et puis une de ses sœurs, je crois que c'est 2 sœurs, je ne m'en rappelle plus. Walt Disney, il y a combien de sœurs? Oui, il y en a plusieurs. Je sais pas, il y a une, 2 sœurs qui arrivent, et lui dit, voilà, si... il lui donne un couteau, je crois, il lui dit, si tu frappes le prince au cœur, tu pourras redevenir une sirène. Et la petite sirène dit non. Elle rejette la haine, et elle préfère l'amour, et donc elle refuse cette ultime chance de revenir sirène. Mais pour la récompenser, elle ne sera pas tout à fait écume, elle va être, je ne sais pas, autre chose, mais enfin, la fin n'est pas si... Alors, ce qui change radicalement, ici, évidemment, on a le prince, c'est que la sirène, elle est menée, je l'ai dit tout à l'heure, par la haine, alors que la petite sirène d'Anderson, elle est menée, elle, par l'amour. Alors, j'ai un bémol. Oui, alors à la fin, elle dégoûte. Mais... Parce que si je peux, est-ce que je peux intervenir? C'est sûr. Allez, vas-y, bon, t'as le droit, c'est ton livre après tout. Après tout. Non, parce qu'elle n'est pas... Alors, effectivement, le sujet, c'est la vengeance. Après, le thème du livre, c'est la perte, c'est la nostalgie, c'est surtout l'idée de la perte, la solitude et la perte. Ça, c'est vraiment la thématique du livre.
Alors on retrouve dans le conte d'Anderson Ouais. la perte de son statut de Et, sirène. et d'ailleurs, si j'ai pas lu le conte d'Anderson, en revanche, bon, j'ai énormément lu sur les sirènes, parce que je voulais pas être influencé par justement, voilà. Mais il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant parce qu'à l'âge de 15 ans, on leur permet d'aller à la surface. Par exemple, je sais qu'en Amérique du Sud, quand j'étais en Colombie, au Mexique, etc., la quinceañera, c'est vraiment la fête de l'entrée des femmes dans l'âge adulte. Donc c'est étonnant que chez Andersen danois, voilà, bon, voilà, il y a ces choses-là qui sont assez magnifiques dans justement les archétypes, encore une fois. Et ma sirène, elle a tout perdu. Parce que non seulement elle a perdu ses jambes, mais ça on le découvre très tôt dans le livre, son corps est reconstitué. Elle a une mâchoire en porcelaine, elle a des parties qui sont en titane dans son corps, elle est reconstruite, elle est presque transhumaine. Elle redevient finalement figure mythique. Hein. Et puis vu qu'elle est tronquée, et se pose aussi le problème ensuite pour elle de la maternité justement, qui est une chose importante dans ce livre aussi, sous-marin on va dire comme ça. Mais elle a envie de faire payer à cet homme son inconséquence, parce que, mais en même temps, elle est dans quelque chose de détaché. On pourrait penser d'une colère froide. On pourrait penser à quelque chose qui est de l'ordre de plutôt du détachement, mais constant et pugnace. Elle n'est pas dans la colère, elle n'est pas dans la haine, elle a dépassé ça, elle a eu cet accident, elle a tout perdu, elle est restée 5 ans dans le coma, elle se réveille, elle a même une préscience un peu des gens, parfois elle sent des choses, elle voit des choses, elle arrive à voir l'être exact qu'on l'on est. Mais voilà. sa colère froide est têtue. Hein. Elle est têtue, mais elle n'est pas dans la haine, justement. Alors après, voilà, vu que c'est un roman de la vengeance, alors je vais juste dire ça avant que tu continues, il y a deux choses. Personnellement, je pense que le pardon est une chose qui demande une grande force morale et qui, à titre personnel, individuel, est sans doute préférable à la vengeance, parce que la vengeance vous met au niveau du bourreau, finalement. Il n'y a jamais vraiment de grande satisfaction de s'être vengé. Et à un moment donné, dans le livre, se pose le problème. Est-ce qu'elle va pardonner ? D'autant plus que cet homme, quand elle le reverra, il a changé lui aussi, c'est plus le même. Du temps a passé aussi. Mais si d'un point de vue personnel, je privilégierais plutôt le pardon, d'un point de vue littéraire, je ne pouvais pas vous laisser sans vengeance. Si vous lisez, vous tapez les 2 tomes du Monte Cristo, qu'à la fin il dit non, mais finalement, voilà, non, vous ne pouvez pas, quoi. C'est pas, on peut pas, on n'a pas le droit. Dans Kill Bill, c'est pareil, etc. Donc, je suis allé au bout. Mais de quelle vengeance ? Parce que c'est ça le problème, et c'est là où je suis assez content de ma fin d'ailleurs. Dont on ne parlera voilà, pas. Dont on ne parlera pas. C'est que, voilà, une vengeance, mais quelle vengeance ? C'est comment ? Et là, il y aura un croisement avec le titre du livre, parce que les choses se mettent en place petit à petit sur les thématiques qui sont aussi celles de ce monde fatigué, justement, dont on va sans doute reparler. Alors, il y a plusieurs choses qui font écho au conte. C'est assez marrant que tu ne le connaisses pas. Une des choses qui fait écho au conte, c'est que la petite sirène, quand elle a des jambes humaines, elle a chaque pas lui fait horriblement mal. Et là, c'est la même chose hein, pour Ève, à l'inverse. Cette queue en silicone lui fait aussi horriblement mal. Et puis elle marche avec des protèges très lentement, voilà. Elle a toujours mal à ses mollets, elle doit les enduire de crème, c'est douloureux. Et alors effectivement, c'est récurrent dans le roman, cette tension entre le corps réel, avec ses souffrances, avec ses cicatrices, avec ses limites, et ce qu'on pourrait appeler le corps signe, c'est-à-dire le corps vitrine, le corps fantasmé de la sirène qui sert d'attraction, principalement pour les enfants de riches. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Que ce monde fatigué, on va en parler, est un monde qui consomme même l'intime, qui accepte les corps déformés, mais pour autant qu'ils soient esthétisés, c'est-à-dire intégrés à un spectacle ou à un narratif divertissant, c'est ça ? Oui, alors, contrairement à une question qu'une lectrice m'avait posée, qui m'avait mis en difficulté, à laquelle je n'ai pas pu répondre tout de suite, mais j'ai pu répondre
plus tard, donc je lui ai pas répondu, mais je vous donne la réponse à vous. Et correspond à ma question. Ouais, elle me dit, mais pourquoi elle ne montre pas ses blessures? Et c'est vrai qu'au fond, on est dans ce monde où on montre tout. Il y a une forme d'impudeur, ça va de l'autofiction littéraire à la télé-réalité. Hein. Là, en plus, on vient d'apprendre qu'on doit être responsable de la mort de Loana. Moi, ça me... Voilà. Donc, on a ce spectre très large où on dit beaucoup. Et la réponse que j'aurais voulu lui donner, que j'ai pas pu lui donner tout de suite, c'est que justement, il y a cette pudeur. La pudeur de quelque chose, que ça peut être quelque chose de physique, de moral, de psychologique qu'on a subi, qu'on ne va pas le donner en pâture à tout le monde. Et c'est ce que j'appelle la confidence, c'est ce que j'appelle le secret. C'est beau, c'est-à-dire que les personnes chez qui on va déposer ce secret ou cette confidence, c'est des gens qui comptent, c'est des gens qui peuvent l'entendre. Et c'est pas quelque chose qu'on va donner comme ça à des milliers de lecteurs ou dans une télé-réalité ou à la radio. C'est quelque chose. Donc elle cache. Il y aura 3 hommes qui sauront. C'est Mademoiselle le détective, non 2, et Jay, le surfeur australien. C'est les 2 seules personnes qui sauront son handicap. Donc pour répondre à ta question, elle se cache, elle se transforme, elle est d'apparence, on sent qu'il y a quelque chose chez elle qui est recomposé, mais bon, il y a tellement de personnes qui ont le visage refait, les pommettes, le truc. Donc, elle, c'est par accident, donc elle a été reconstituée, sa mâchoire, tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une richissime Russe qui dit « Mais c'est qui votre médecin? Votre chirurgien, elle est extraordinaire. » Et lui, c'est le docteur Mengele. Joseph Mengele. Elle dit « Qui ça? Il faut que je note. » Et donc voilà, il y a ce... Et donc, quand elle donne à voir, elle est sur son costume de lumière, finalement. Elle a sa queue de sirène, elle a quand même tout un buste travaillé, parce qu'elle était nageuse de natation synchronisée. Parce qu'il faut savoir que le métier de sirène, réellement, est un métier très, très éprouvant. Vous devez rester de longues minutes en apnée. Vous avez une eau froide, parce que dans les aquariums, c'est des eaux océanes, donc elles ont 19 degrés, 18, 19 degrés, elles sont salées. Quand vous ouvrez les yeux, ça pique. Vous avez des gouttes à mettre, vous avez un maquillage waterproof, il faut faire des petits sourires, mais vous voyez personne à qui vous souriez, vous faites il ne faut pas que l'eau rentre dans le nez. Enfin, c'est vraiment une épreuve, rester de longues minutes en apnée, nager en monopane, ce qui encore demande énormément d'énergie. Donc, elle va être sur cette apparence qui est justement du mythe de la sirène. Alors, pour le coup, ça je le connais, de Ulysse, etc., qui sont des femmes oiseaux, une figure plutôt négative. On est tombé dans ce monde Walt Disney où la sirène, c'est devenu quelque chose un peu bébête, superficiel. Et là, tout d'un coup, j'avais envie de remettre cette figure de la fiction dans la réalité, et la sirène revient dans la fiction. Et donc là, justement, elle est presque, elle a des prestations, il y a presque comme une prostitution du corps, presque, où elle se donne à voir comme ça. C'est des programmes pour les enfants, l'Aquarium de Paris, Claire la sirène, justement, qui a travaillé pendant des années, qui m'a donné énormément de renseignements sur ce métier, justement. Eh bien, voilà, elle donne à voir quelque chose de consommable, qui n'est pas du tout le réel. Et de ce qu'elle éprouve à l'intérieur, une femme qui sourit, à l'intérieur, elle est dévastée. Donc il y a quelque chose de l'ordre, et tu l'as dit au début et tu le dis maintenant, effectivement de l'hyperconsommation. Et d'ailleurs, elle ne va faire que traverser des lieux d'hyperconsommation parce qu'elle n'a plus de foyer, n'a plus de chez elle, elle ne fait que vivre dans des chambres d'hôtel, dans des Airbnb, elle ne fait que traverser. Et là, je rejoins, il y a le côté Cronenberg pour ce corps reconstitué, cette homme-machine, femme-machine, et il y a Marc Auger, Les non-lieux. Vous savez, en 1992, il a écrit ce livre, Théorie de la surmodernité. Il commence à évoquer cette idée des non-lieux, qui sont les malls, les grands supermarchés, les halls de gare, les aéroports, qui sont devenus aujourd'hui des hauts lieux de consommation, déshumanisation, reproduction du même. On va parler de Walter Benjamin avec donc on a les mêmes boutiques, le même machin, et tout est décor de théâtre. Vous avez la boulangerie Paul, avec la bonne enseigne, le bon pain d'autrefois, mais tout ça c'est du faux. Voilà. Et quand vous passez sur l'autoroute, vous avez en France notamment, on vous annonce l'abbaye du 19e. Vous savez qu'il y a une abbaye là-bas, vous n'arrêterez jamais, mais on vous l'indique quand même. Voilà. Il y a comme s'il y a quelque chose qui serait garant de notre continuité, de notre culture, mais en réalité on ne fait que passer. Et donc voilà, elle est au croisé de ces deux mondes, et c'est ce monde-là qui est fatigué. C'est ce monde voilà, si vous restez quelques heures dans un aéroport,
vous voyez, d'ailleurs vous sortez de l'aéroport de Genève, maintenant vous êtes obligé de passer par le duty free, parce que vous ne pouvez pas sortir simplement de l'aéroport, non, vous devez passer au milieu des chocolats, des montres, des trucs, on vous pousse à consommer. C'est ce monde-là finalement que Ève constate, elle ne dénonce pas, elle dit rien, elle constate juste, et moi je fais ce constat avec elle. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal, hein, mais je constate. Oui, le après, narrateur dénonce quand même un peu. Hein. Ouais. Bon, on va lire un deuxième extrait, justement, qui présente Ève dans sa métamorphose de femme amputée de ses jambes en sirène. C'est les pages 23 à 25. Elle ne peut pas continuer debout au risque de tomber. Replie donc ses jambes, tire le bas de son pantalon avec ses mains. Ses cuisses sont fuselées par des milliers d'heures de nage. Elle a des genoux fins qui tiendraient chacun dans une main d'homme. Après, il y a une béance. 2 prothèses en titane, numéro atomique 22, masse atomique 47,9, point de fusion 1668 degrés centigrades, point d'ébullition 3287 degrés centigrades. 2 merveilles de technologie imprimées en 3D, à la façon d'un grillage, dessinant les formes supposées de la jambe, du mollet et de la cheville. Et lorsqu'Ève se relève, à part ses baskets sur ses pieds artificiels, elle est nue, belle ou monstrueuse, de façon transhumaine, apparaissant en suspens sur du vide. Son corps sculpté, recomposé, artificiel et désirable à mes yeux même dans son imposture. Le triangle roux de son pubis est posé au milieu de l'étrange et de l'incompréhensible, appelle à une sexualité si peu assouvie désormais. Qui voudrait d'elle une fois la vérité ainsi révélée? Parce que dans Rêve, il y a Ève. Ève se rassied, ôte ses prothèses et les pose sur le tas de vêtements éparpillés au sol. Les 2 moignons apparaissent dans leur laideur, les jambes tronquées, l'hideuse discontinuité. Ces pilons aux extrémités carmin, sombres, où le son abonde. Elle sort du sac une bande de ruban adhésif qu'elle coupe avec ses incisives, joint ses jambes avant de les fixer l'une contre l'autre, serrées par le scotch. Elle répète l'opération 3 fois, essaye d'écarter les cuisses pour tester la solidité du dispositif. Elle se tourne vers le miroir, sort sa trousse de toilette et entame le minutieux travail de maquillage. Elle pourrait le faire les yeux fermés, mais c'est un moment privilégié entre elle et son double. Quand elle a terminé, elle met des gouttes de collyre dans ses yeux et coiffe ses cheveux avec une brosse. Ensuite, elle enfile son soutien-gorge en forme de coquillage et descend de la chaise à la force de ses bras. Elle rampe jusqu'à la douche, mouille son bassin et ses cuisses sous le jet, revient dans le vestiaire, toujours en reptation. La housse est posée à plat sur le sol, elle ouvre la fermeture éclair et sort la queue de sirène pliée en 3 qu'elle étale devant elle. C'est une queue en silicone, pesant 15 kilos, long de 2 mètres, large d'1,5 mètre dans sa partie la plus évasée, moulée et peinte écaille par écaille, turquoise, avec des reflets mauves et verts. Elle a mis 2 mois pour la fabriquer avec patience, comme si elle se construisait un autre corps. Ève, lentement, faufile à l'intérieur ce qu'il reste de ses jambes, ses cuisses, puis son bassin. Le silicone se tend sur sa peau, l'épouse centimètre après centimètre, se resserre sur son corps tronqué comme une gangue cannibale, une fleur carnivore. À l'intérieur, ses moignons se fondent dans la monopalme. C'est ce qui lui permet de nager mieux et plus vite. Dans ton roman, tu l'as rappelé, on tourne dans une sorte de globalisation de la richesse et du luxe, hein, de Genève à Tokyo, à Los Angeles, à Dubaï, avec des énormes aquariums, celui de Dubaï notamment.
des piscines dans des villas de luxe, et tout le tintouin. Bref, une sorte de vitrine d'un monde riche qui tourne à vide. Alors tu dis qu'il n'y a pas de critique de... Non, il y a par le choix du sujet. Il y a une féroce critique du luxe et de... je voulais te laisser t'en parler avant de le développer moi-même, mais qu'est-ce qui est mis sous les feux de la critique dans ce monde de globalisation luxueuse? Parce que c'est pas que quand elle arrive dans un endroit, elle dit « Ouh là là, tout ce luxe, c'est pas bien, hein, il y a des pauvres gens dans la... » Non, elle dit rien. C'est juste le constat. Alors effectivement, quand on fait le choix d'un livre et d'un sujet, bien entendu, on oriente le regard, et donc ce choix est inévitablement, quel qu'il soit, de manière globale, on s'entend, politique. Oui, juste une chose, pour Ève, évidemment, parce qu'elle est grassement payée, ce qu'on n'a peut-être pas dit, elle est grassement payée pour ses prestations de sirène dans les piscines et aquariums. Donc elle profite de ce système. Oui, elle profite de ce système, elle n'en fait rien. D'ailleurs, elle a non, elle n'en fait rien, ça c'est vrai. Et à un moment donné, d'ailleurs, elle revient à Zurich parce que ça fait depuis donc, son accident qu'elle reçoit une somme chaque mois sur son compte en banque. Parce qu'évidemment, c'est la personne qui, pour s'amender, lui envoie. Mais donc j'ai appris effectivement que si vous avez la chance un jour de voir que quelqu'un vous met chaque fois 10 000 balles par mois ou 5 000 sur votre compte et que cette personne ne veut pas que vous sachiez qui c'est, vous ne pouvez pas le savoir. Donc à un moment donné, elle va à Zurich pour essayer de retrouver, remonter le fil, puis à un moment donné, elle vide son compte pour une raison particulière et bien précise que vous découvrirez si vous lisez le livre. Et donc, voilà. Alors effectivement, elle ne fait rien de cet argent parce qu'elle ne le dépense même pas, finalement. Alors c'est juste, mais c'est quelque chose aussi que j'ai constaté. Vous savez, c'est le principe de ce économiste bâlois qui s'appelle Bernoulli, un économiste bâlois du XVIe siècle, qui parle du, alors je ne sais plus exactement maintenant le terme, mais il y a l'indice, je crois que c'est l'indice de satisfaction, un truc du genre. C'est-à-dire que si vous gagnez 1000 francs par mois, puis vous en gagnez 5000 tout d'un coup, vous avez déjà un sacré changement. Si vous en gagnez 1000 et puis vous en gagnez 10 000, le changement il est... Et puis si vous en gagnez 20 000, alors là le changement. Mais quand vous en gagnez 100 000 par mois, ou 300 000 par mois, ou 1 million par mois, ou 2 millions par mois, voilà, l'indice de satisfaction, voilà, ben, il baisse. Et à un moment donné, le constat, c'est le trop, c'est la démesure, c'est le fait qu'on ne peut pas habiter un monde de tout ce à travers les objets. À un moment donné, qu'on puisse posséder des choses qui nous sont importantes, comme un lieu de vie, mais après on a 2 bras, 2 jambes, on a un seul corps, on ne peut pas dormir dans 15 villas en même temps, rouler dans 18 bagnoles en même temps. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Et le problème, c'est l'âme aussi. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on perd à travers... Et justement, dans tous ces lieux qui, notamment, à un moment donné, se retrouvent en Australie, chez un couple de richissimes, un des deux est un j'ai pensé à ces magnats de la presse australienne, etc. Et en fait, c'est plus eux-mêmes qui décorent leur truc, c'est un décorateur, une décoratrice qui vient, qui pose les choses. Il y a une dépersonnalisation, en fait. Et c'est ce monde-là, cette dépersonnalisation-là que Ève traverse et perçoit. Et ça, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant et adolescent ensuite, quand mes parents travaillaient pour ces grandes familles très riches, notamment, j'avais pas le droit de fréquenter le roi d'Italie, Emmanuel Philibert, qui a exactement mon âge, il est de 69. J'avais pas le droit de jouer avec lui parce que j'étais le fils des domestiques. Et en fait, quand vous avez tout ça, et à un moment donné, il y a quelque chose de... Moi, je suis pas contre la richesse, je suis pas faire le procès, j'aime les belles choses, etc. Mais quand elles sont... quand il y a une humanité derrière les belles choses, mais pas quand c'est la possession pour la possession, l'objet pour l'objet, etc. Et en fait, à travers ça, je crois que je raconte à travers cette dépersonnalisation et la perte de connexion avec le réel, avec le monde, avec le fait de se confronter. Ce qui n'empêche pas que même ces gens-là, et ça... elles constatent leur souffrance, elles constatent leur désarroi. Ça ne veut pas dire parce qu'on est riche que tout ça n'existe pas. Justement, le luxe fonctionne comme une espèce de bulle anesthésiante
même pour ceux qui se vautrent dedans. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, on y arrivera peut-être, est-ce que tu arriveras sur Dubaï ou pas? Moi, j'y arriverai. Parce que, par exemple, ce monde fatigué, deux choses. Dubaï, finalement, est la vitrine de ce monde du luxe, riche, qui ne signifie pas grand-chose. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'humanité derrière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'être humain, mais il n'y a pas de... Et on est de ce monde fatigué, c'est justement à un moment donné, parce que ça va se passer, la fin, il y a la COP 28, vous vous souvenez, donc le sommet de la fin. Non, mais vous vous souvenez, le sommet de l'écologie, dans la ville la moins écologique du monde. C'est ça l'aberrance, c'est ça les oxymores sur lesquels on est toujours mis les contradictions dans cette ville qui est la ville la moins écologique du monde. On va faire le sommet d'écologie. Et à part les assos qui vont dire, hein, il n'y a pas un homme politique qui a renoncé à y aller, quoi. C'est tout à fait normal. On skie à Dubaï. Bon, maintenant un peu moins parce qu'il y a un peu des problèmes. C'est très bien que tu arrives là parce que dans ce monde globalisé, on a vu où tout est à vendre, donc tout est vitrine puisque tout est à vendre. Et elle est dans la vitrine de l'aquarium. Même l'écologie n'échappe pas à la règle. Hein. Il y a un chapitre où Ève doit tourner un clip en plein océan, là où les courants ont accumulé des tonnes de plastique. Le clip, c'est pour réveiller les consciences à la préservation des océans. Le problème, c'est que personne n'y croit, à commencer par ceux qui vont tourner le clip. Je lis à la page 157, juste un petit passage, c'est un nommé Jay qui parle, on va le revoir tout à l'heure, qui va tourner le clip. Il dit, pour un spot écologique, ça ne laissera personne indifférent, j'en suis convaincu. Poétique et symbolique. Il faut toujours du glamour, quel que soit le message politique. Le soft power passe par la séduction. C'est ce que j'ai appris dans la grande école que j'ai fréquentée. Vraiment? Vous y croyez, vous, au glamour et à tout ce cirque? Et Jay répond, non, ça ne changera pas grand-chose, mais ce sera très beau. Voilà. Et ça me fait penser au narratif américain qui a toujours su rendre même les choses les plus horribles, même une guerre du Vietnam, vous avez des films extraordinaires comme Apocalypse Now, ou même dans l'horreur, vous trouvez ça beau. C'est fou. Donc l'écologie, pour toi, c'est une vitrine de plus. Si je comprends bien, c'est-à-dire quelque chose qui donne bonne conscience pour continuer à mieux consommer. Un peu de choses près. Il y a quand même, après bon, on rentre dans mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce qu'on pourrait appeler le capitalisme vert. J'ai l'impression qu'on nous raconte plein de conneries sur beaucoup de choses et nous, on va faire le petit recyclage de l'alu, du machin et tout. Puis en ce moment, il y a des puits qui brûlent, il y a les supertankers qui polluent, 20 supertankers polluent comme tout le parc aérien. Enfin, il y a plein de choses voilà, et on nous met toujours, voilà, donc bon, ça serait une discussion longue qu'on pourrait avoir. Non, on va l'écourter parce qu'il y a pas beaucoup de choses. Non, mais il y a voilà, si tu veux, c'est la forme d'hypocrisie qu'il y a un petit peu derrière tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs Matt Moser, son ami, est assez virulent avec ça. Au fond, ce qu'il dit, mais dites-moi la vérité, au moins je le sais. Mais prenez-moi pas en plus pour un con. C'est ça un peu qui peut agacer, en fait. Alors, normalement, à ce moment-là, je demande à Vincent de lire justement le passage où Ève nage dans l'océan parmi les ordures pour faire le clip, pour réveiller les consciences. Mais on est un petit peu en retard, donc on va passer ce passage-là et enchaîner, puisqu'il y a d'autres points que j'aimerais aborder, et notamment qui me tient un peu à cœur. Dans ce monde fatigué, donc, on a vu à peu près tous font semblant. Personne n'y croit, aucun personnage n'y croit réellement. Mais le pire, c'est que même le narrateur n'y croit plus à certains moments. Alors je vais lire cette phrase, on est toujours un peu dans le même épisode, c'est quelques pages avant, page 154. On est à Los Angeles, je crois, tout près de Los Angeles. Et normalement, on arrive à un passage du roman où, dans une narration traditionnelle, il doit y avoir une description. On est obligé de décrire. Alors, la description, c'est le minimum syndical. Je lis. La Jeep s'engage sur la Marina Harbor avant de rejoindre le dernier pier du Bora Bora Way, celui donnant accès au bassin A.
On ne peut pas faire plus factuel. Puis le narrateur rajoute, bon, on pourrait en rajouter dans la description, mais en réalité, comme Jay, on prend des raccourcis pour toucher plus vite au but. C'est la fatigue et l'usure. Donc même le narrateur, il n'y croit plus. Là, je devrais faire une description, mais bon, À un moment donné. j'ai pas envie. De toute façon, les lecteurs, ils vont s'emmerder. Alors, je vais t'avouer, ça m'a fait penser à un sketch de Bernard Allaire que tout le monde connaît, quand il interprète au piano la sonate au clair de lune. Puis il en a marre, il dit oh là, je vais accélérer, ils n'y verront rien, c'est con. Bon, c'est ça. Oui, il y a même un moment quand il s'agit d'écrire Dubaï, il y a tellement rien à dire que en fait, je vous renvoie à aller voir une description sur YouTube de la ville, parce que voilà, on a tous vu, il suffit de voir 3 photos, j'y suis jamais allé. Voilà, donc à un moment donné, ça concourt. Le narrateur, il est lui-même pris dans ce monde, et donc il prend ce raccourci lui aussi, donc c'est une sorte de mise en abîme comme ça. Alors, mais moi, je me suis quand même posé la question à partir de là. Dans un monde fatigué, en décomposition, en perte totale de sens, où plus rien n'a d'importance, pourquoi écrire un roman pour dire que ce monde est fatigué, qu'il n'a plus de sens, que rien ne changera plus rien, que ce sera bientôt le déluge? Quel sens a encore l'écriture? Tu devrais aller au masque à la plume, toi. Non, mais t'es d'accord, la question... Ah, ben bien sûr, mais parce que je ne suis pas un nihiliste malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quand même une histoire, il reste quand même... Il y a des instants de joie. Quand Jade apprend sur sa planche de surf, alors elle est assise devant parce qu'elle ne peut pas se lever. Quand il l'emmène avec ce voilier justement vers l'océan de plastique, il y a des moments de joie, il y a un peu d'humanité entre elle et Matt, il y a quand même des choses, et il faut quand même se coltiner un petit peu de texte pour être un peu vigilant quand même, parce que ce monde-là est fatigué. Je ne dis pas que le monde entier l'est, et que tout le monde est fatigué, mais ce monde-là sur lequel parfois on dérive trop, on nous fait trop dériver. Voilà, je suis. Alors il y a tout ce passage aussi sur Zurich, où je parle aussi de l'écrivain suisse. Oui, ça j'ai pas relevé. Il y a une petite pointe. C'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Non, mais parce que m'a beaucoup parlé, mais je voulais pas y venir. J'y suis retourné encore récemment, et c'est vrai de se promener dans la ville la plus chère du monde. Et quand vous payez votre sandwich 12 balles, etc., il y a quelque chose qui inévitablement va déteindre sur l'humain, va déteindre sur les comportements, va déteindre. Et ce qu'on gagne en fonctionnalité, on va le perdre en poésie. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à retortiller. Au moins la pauvreté garde une forme de poésie, au moins la laideur parfois même garde une forme de poésie. Mais quand tout est fonctionnel, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien, mais on ne peut pas tout avoir. Mais même l'inutile, c'est ce que dit Jay, son clip ne va servir à rien, mais ce sera beau. Voilà, c'est la beauté au milieu du désastre. Et donc c'est pour ça aussi, parce que fondamentalement, l'air de rien comme ça, je suis quand même optimiste. Mais pas forcément pour la meute, mais j'ai toujours pensé qu'un individu, voilà, donc c'est pour ça que quand même je continue à écrire, et puis parce que j'ai du plaisir à le faire. Mais bon, j'insiste un peu, que tu sois et je vais continuer à insister sur ce narrateur un peu désabusé qui n'y croit plus, parce que pour moi c'est un exemple de ce qui fait la particularité, la patte ou la signature de tes romans. C'est le statut assez spécial réservé au narrateur. C'est ce que j'apprécie le mieux d'ailleurs dans tes livres. Le plus souvent, c'est un narrateur omniscient, mais surtout omniprésent. C'est un narrateur qui entre dans la fiction, qui se permet des commentaires, des libertés, qui joue avec le lecteur, qui sort parfois du cadre à la manière de ses bandes dessinées, où quelque chose se passe aussi hors du cadre réservé au dessin. Je pense par exemple à la fameuse coccinelle de Gottlieb, pour ceux pour qui ça rappelle quelque chose. Voilà. Alors c'est une vieille tradition, on en a des signes au XVIIIe siècle, Laurence Stern et même Diderot. Actuellement c'est relativement rare, j'en ai trouvé chez Hervé Letellier. Chez Jean Echnoz. Ouais, Echnoz, voilà, de temps en temps, il y a quelques écrivains qui se permettent ça. Mais chez toi, c'est assez systématique, pratiquement dans tous les romans. Et on va y venir, je vais un peu m'étendre sur ce sujet-là, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Pour bien illustrer, je vais faire une référence à un autre de tes romans, La soustraction des possibles.
où lors d'un chapitre qui doit introduire un nouveau personnage, le narrateur remonte en fait bien plus en amont de la fiction, à un moment où il a l'idée de ce personnage. Donc on sort de l'histoire, on entre dans une autre histoire qui est celle de la création du roman, pour voir comment ce personnage s'est imposé à l'écrivain et poursuivre sa gestation. Puis quand il a suffisamment pris forme, il peut enfin entrer dans la fiction et devenir un personnage autonome. Mais la moitié du chapitre est consacrée à la gestation du personnage, l'autre moitié est traditionnelle, et c'est l'entrée en scène du personnage. Est-ce que tu peux développer un peu cette particularité de tes romans et nous dire ce qui t'intéresse dans cet emploi en apparence ludique, mais peut-être elle a les fondements, d'un narrateur qui s'amuse à varier les modes narratifs, à intervenir dans l'histoire, à sortir du cadre, à s'accorder parfois toutes les libertés sans même les justifier? Alors dans la soustraction des possibles, je pousse ça très loin, effectivement. Dans Stella et l'Amérique aussi, et puis dans celui-ci. Après les autres, et dans celui-ci un peu moins, mais quand même. Un peu moins, il y a des exemples, voilà, et on va en lire une page. Voilà. Et puis il y a des différents degrés, parce que des fois c'est le narrateur, des fois c'est moi, Joseph. Voilà, parce que je pense que il y a deux choses. C'est vrai que j'écris des romans, je raconte des histoires, donc je suis dans une dramaturgie. Donc l'histoire, l'idée c'est qu'une histoire fonctionne. J'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime en raconter. Après, il y a la manière dont on raconte et la manière dont on écrit. Et ça, toi qui es écrivain aussi, tu sais que c'est ce qu'on peut espérer aussi de mieux, c'est une certaine forme sur ce qu'on va faire. Et la forme va raconter une autre histoire. Des fois, elle va supporter la dramaturgie, des fois elle va la faire sortir de la dramaturgie, mais elle raconte une histoire à ça aussi. On peut avoir même des romans où c'est la pure forme, ou des romans où c'est la pure dramaturgie. Quand on essaie d'avoir les deux, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'il y a toujours des façons, mais mes livres ne sont jamais les mêmes non plus, les points de vue, le ton, etc. Donc il y a cette idée que la forme est importante, et parfois, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi, tu vis aussi des fois, il y a comme une fatigue. Et c'est comme la soustraction des possibles, justement. C'était Michelangelo Pistoletto, cet artiste toujours vivant, qui a presque centenaire aujourd'hui, de l'arte povera italienne, qui dit que chaque objet d'art n'est pas qu'on fait, chaque création n'est pas une chose en plus, c'est une chose en moins qu'on peut faire. Et aujourd'hui, voilà, en littérature, on a tout fait. On a 3 siècles de littérature romanesque. Tout a déjà été dit. C'est même La Bruyère qui disait au XVIIe siècle. Donc alors, moi, je ne dirais pas que tout a été déjà dit, mais en tout cas, les formes se restreignent. Les formes, on a fait les calligraphies, on a la littérature classique, on a le nouveau roman, dans la forme. Après, bien sûr, on a toujours tout dit sur l'amour, par exemple, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui font que le sujet, il s'enrichit de nouvelles formes. C'est comme avec la peinture, à un moment donné, il y a la photo, mais la peinture a su prendre à un moment donné à contre-pied, maintenant elle s'épuise elle aussi. Donc il y a ce jeu, il y a cette idée de vouloir, dans la forme, explorer des choses et parfois de relativiser, ou même parfois de se moquer même de qu'est-ce que ça signifie écrire un roman aujourd'hui au XXIe siècle. Et on a une responsabilité en tant qu'écrivain, si on essaie d'être écrivain et pas seulement un auteur. Peut-être ça peut paraître pompeux, mais il y a les auteurs et il y a les écrivains, il y a le Big Mac, il y a l'andouillette, voilà, il y a l'intelligence artificielle. Et au milieu de tout ça, il y a plein de variations et plein de trucs. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et je ne peux m'empêcher de poser une forme de réflexion sur la matière-écriture, sur la matière, comme voilà. Elle est virtuelle, mais elle se sculpte, elle se travaille, elle se module, elle se modèle, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces intrusions et ces choses. Et puis c'est un dialogue aussi entre vous et moi, voilà. Et puis on est aussi dans une époque où on est dans une... Mais il y a aussi, ce que tu ne dis pas, là, il y a aussi une dimension humoristique. Ah bien sûr, c'est aussi l'ironie, dans des romans qui sont quand même dans la tonalité du polar, de ce que tu fais, c'est-à-dire quand même assez glauque, un peu lourd, dans l'ambiance. C'est une respiration, c'est un jeu, c'est un aspect ludique.
qui fait qu'on respire et qui fait que finalement on s'amuse aussi. Glauque, pas forcément sombre, oui. Sombre. Ouais, voilà. Ouais. Oui, bah, c'est l'ironie. Là aussi, alors dans Stella, on va rire à gorge plutôt déployée. C'est quelque chose, c'est un vrai conte de fées. Là, c'est un conte plus tragique, on va dire. C'est aussi un conte, on va dire. Mais il y a cette idée, voilà, de clin d'œil, de choses, à la fois dans le fond et à la fois dans la forme. Donc c'est une façon pour moi de m'adresser à vous d'une autre manière aussi et de créer une connivence, on va dire. Alors, on va prendre un exemple très précis. Dans le livre, là, parce que j'ai fait référence à d'autres, on a le temps finalement, peut-être on va avoir le temps, tu demandais si tu pouvais pas les lire toi. Mais moi j'ai tellement bien que... Alors c'est Vincent qui va les lire, c'est la page 157-158. Nous sommes en mer avec Ève, on a parlé de ça, et un autre personnage, Jay, donc, qui est responsable du clip et qui s'apprête à tourner sur la pollution des océans. Le passage se situe à ce moment-là. Vous allez voir, il y a un renversement total de statut du narrateur, de style narratif. Alors, si vous permettez, je fais un petit crochet avant de dire ça. Voilà, pas trop long parce que... Écoute. Non, on parlait de l'intervention de l'auteur. Alors, je ne sais pas si vous avez lu des Grégoire Bouillet, le syndrome des... avec de l'orangerie avec les nymphéas. Et il dit à un moment donné, dans un de ses bouquins, nous faisons des phrases et elles tombent dans l'oreille de sourds qui prennent tout de travers. Nous faisons des phrases et elles sont aussitôt traduites dans une langueur qui nous est étrangère, avec des mots qui ne sont pas les nôtres, une syntaxe qui procède d'une autre histoire, une musique qui nous est inconnue et finalement, rien ne se passe comme nous l'espérons. Nul déclic dans notre sens. Le monde continue sur sa lancée et il faut nous pincer pour ne pas être engloutis dans ce néant. Nous pissons en permanence dans un violon et nous crions dans le désert, et ce désert est notre unique interlocuteur. Et il faudrait aussi penser qu'il y a une polarité dans ce livre entre Derborance et Dubaï. Ah oui, Qui est extrêmement importante parce qu'à un moment ça se passe à Derborance. Alors nous, Derborance, on a quelque part le texte magnifié par C.F. Ramu, mais qui représente en somme l'aspect tellurique, l'aspect fondamental, qui est un mythe, bien entendu, mais où les choses sont solides et existent. Et puis de l'autre côté, on a Dubaï, qui représente, comme les bandes dessinées de mon enfance, ces villes modernes, où on passe son temps dans les malls, à acheter des choses. Voilà. Et ce qui fait que l'écriture dans ce bouquin est influencée par ça, ou donne cette impression-là, où tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut encore décrire? Et en effet, quand on arrive dans le catamaran, qui a trouvé sa vitesse de croisière depuis le poste de veille, Jay branche le bateau sur le pilote automatique. À partir de là, on va faire comme eux, se laisser aller à des images, une synthèse des meilleurs moments de leur traversée. Un point de vue cinématographique, un jump cut, et c'est facile, on porte tous le cinéma en nous, sur notre écran intérieur. Et l'écriture va se résumer, puisqu'il y a presque en somme plus rien à dire dans ce monde complètement fou. Intérieur nuit, Ève et Jay parlent jusqu'à l'aube dans le cockpit. Intérieur jour, Jay et Ève jouent aux échecs, leurs peaux sont luisantes de sueur. Extérieur nuit, Jay et Ève hurlent à la lune après avoir fumé un gros pétard. Extérieur jour, Ève et Jay font la sieste sur le pont arrière, bercés par la houle et le vent chaud. Extérieur jour, le catamaran est à l'ancre, Jay et Ève ont ôté leurs habits et sautent nus dans l'océan, Ève et ses moignons tout mignons dans les bras de Jay. Extérieur jour, avec un système de cordes, Jay a fixé Ève sur l'une des proues, Ève joue à la sirène des bateaux, elle se prend les vagues, boit la tasse et rit comme une folle, dirait la victoire de Samothrace. Intérieur nuit, Ève rêvasse. Son cœur triste et supplicié bave à la poupe, elle pleure. Intérieur nuit, Jay écrit le compte-rendu de la journée dans son carnet de bord, lève la tête et sourit à Ève qui le regarde.
Extérieur jour, Ève a chaussé à son monopalme et s'amuse à nager avec un banc de dauphins. Jay n'a gardé que le code 0 pour réduire sa vitesse et ne pas la perdre de vue. Intérieur nuit, Jay s'engueule au téléphone GSM avec William. Extérieur jour, Jay a hissé aussi le Ginnaker et le Nathan et Noah et toute voile d'or. Il s'agit de récupérer le retard accumulé, d'où la dispute avec William au téléphone chaque jour coûte tant d'argent. Extérieur jour, Ève et Jay, chacun assis sur un des pros du catamaran, se prennent en photo en guise de souvenir. Extérieur nuit, la dernière, Ève et Jay dansent sous les étoiles. Ève, un peu statique sur ses prothèses, se tient à une drisse ou à la baume ou à n'importe quoi d'autre pour ne pas tomber. Elle bouge peu, mais elle danse. Ça se voit au mouvement de ses bras, de ses hanches, de sa tête. Jay, lui, se déchaîne, fait des bonds sur les riffs de guitare diffusés par les enceintes du bateau. Et puisqu'il faut bien terminer ce voyage, qui a été parfaitement rond comme le cercle de Giotto dessiné à la main levée, c'est-à-dire une forme possible de la perfection, Ève demande « Voudrais-tu mourir avec moi, Jay ?» Jay répond « Pourquoi pas, mais dans longtemps. » Merci, c'est super. Tu peux commenter ce passage? Oui. Quelque chose à Oui, alors justement, on vit une époque où on a tous des images, un stock d'images par rapport à un moine cistercien du XIVe siècle, on a un stock d'images démesuré. Donc si je vous dis l'intérieur d'un McDonald's, j'ai pas besoin de le décrire, parce qu'on sait tous ce que c'est, surtout ces moments. Par contre, je vais prendre du temps pour décrire l'océan plastique, où ils vont finir, hein, ces gires. Donc là, parce que ça, c'est pas quelque chose que... Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir peut-être que la fille qui va vous servir le coca au McDo, elle a une grosse tache de ketchup sur sa chemise, et puis il y a des cheveux qui... et puis peut-être il y a un papier par terre, puis on se dit ce McDo il n'est pas très propre, voilà. Tout d'un coup c'est l'humain, parce que je le dis, c'est l'humain le territoire, c'est l'humain qui m'intéresse. Je pars d'ailleurs toujours des personnages quand j'écris mes livres. Italo Calvino disait que l'écriture c'est toujours d'abord de l'image. On a une image dans la tête, on l'écrit, l'écriture prend la possession, et on restitue ça, le lecteur va prendre, il va lire, et l'image, alors quand ça marche, c'est super, quand c'est comme Grégoire Bouillet, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire, puis c'est mal perçu, bon c'est comme ça. Est-ce qu'on n'a pas été assez précis? Est-ce que parce que c'est débrouillé, c'est autre chose? Mais c'est toujours une image au début. Et à un moment donné, justement, dans ce stock d'images et dans ce voyage, je me suis dit, mais c'est quoi qui est important? C'est ces moments, parce que je ne sais pas si vous avez déjà passé 10-15 jours sur un voilier, c'est très beau, c'est chouette, mais c'est long. Ça fait rêver comme ça, mais c'est très long, et on est dans un roman, et il faut aller plus vite, parce que vous n'allez pas rester 15 pages dans l'indolence du truc, etc. Donc voilà, vous lisez La longue route de Bernard Moitessier, ok, on y est, parce que et il va ressortir toujours les moments saillants, et puis à la répétition. Donc là, à un moment donné, la question qui se pose, et ça a l'air comme ça facile, mais c'est comment raconter ce moment d'une manière où il y a du rythme, où les choses avancent, parce que l'histoire doit avancer, de manière un peu différente. Et j'intègre le procédé du cinéma, du traitement de cinéma, du scénario, intérieur jour, extérieur jour. Voilà. Je pose des petites scènes comme ça. Et c'est sur une page et demie, même pas. Et j'utilise ce procédé-là parce que, voilà, comme à un moment donné dans la soustraction des possibles, il y a toute une scène, c'est sous forme théâtrale, c'est posé comme un dialogue de théâtre, avec le nom des personnages et ce qu'ils disent. Et voilà, donc c'est ça, utiliser la forme, les formes de l'écriture, essayer d'en faire quelque chose, tout en ne perdant pas de vue l'histoire, et que vous ayez quand même envie d'avancer. Et l'air de rien, dans cette apparente superficialité, effectivement, à la fin, elle a vécu un moment de bonheur, Ève, là, et elle pourrait mourir, parce qu'on sait de toute façon qu'elle est déjà plus là, on sait qu'elle mourra d'une façon ou d'une autre. Donc elle lui dit, voilà, est-ce que tu veux mourir avec moi? Voilà, puis le narrateur est fatigué, alors que de temps en temps, il faut qu'il invente autre chose, qu'il joue un peu.
Et ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai quand même toujours été comme ça pour toi, parce que je vais remonter un petit peu dans le passé. Je ne sais pas si tu te souviens, moi, il y a plus de 30 ans, je recevais d'un jeu d'un quart de nain, non pas des manuscrits, mais des esquisses d'une dizaine de pages. Ah oui, tu m'avais envoyé ça. Et une fois, tu m'as envoyé un lipogramme. Est-ce que tu te souviens? Non. Bah, c'est comme le comble. Hein. Moi, je me souviens, j'ai lu, je me souviens. Toi, tu te souviens pas, tu m'as envoyé un lipogramme. Un lipogramme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un texte qui fait, qui proscrit de son champ au moins une lettre de l'alphabet. Les deux exemples, les exemples les plus connus sont les romans de Perec, La disparition qui est celle du E, et Les Revenantes qui est le retour de toute la voyelle E aux dépens des autres voyelles. Je devais être pété, quoi, quand je t'envoyais ça. Donc tu ne te souviens même pas quelle lettre tu avais. Non, parce que j'ai pas. Non, j'ai. Ah ben, moi je voulais enfin avoir des réponses, parce que je reçois ce truc, il n'y a pas le U. C'est la lettre U que tu as enlevée. Il n'y avait pas de U dans son texte. Qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Ah, je suis désolé, hein. Et alors, aussi... c'est difficile d'écrire un texte sans la lettre U, d'autant plus que ça impacte aussi la lettre Q, puisque en français, le Q est toujours suivi, si je peux me permettre, du U. Alors je me demandais s'il n'y avait pas un truc comme ça avec... enfin bon... Mais je me souviens que j'avais, par contre, mais je suis désolé ben c'est génial, ça, mais après, mais c'est ça qui est fabuleux, des choses enfouies qui ressurgissent comme ça. Et je me souviens par contre que, pour la petite anecdote, que j'avais envoyé un roman à Philippe Dian, qui vivait à l'époque à Lausanne, et à travers une amie qui bossait à la Poste, parce qu'il n'était pas du tout dans l'annuaire, il y avait encore des annuaires, c'était au nom de sa femme. Et bien entendu, parce que j'adorais les premiers Dian, en tout cas, ils étaient importants pour moi, Bleu comme l'enfer, 37 le matin, tout ça. Et j'avais mis une enveloppe avec un timbre de 5 balles pour me renvoyer le truc. Et puis bien entendu, il m'a jamais répondu. Il a gardé le timbre. Son butin. Et j'ai rencontré Philippe Dian il y a quelques années, donc 30 ans plus tard. Et c'était une soirée, puis je suis allé vers lui, puis j'ai dit, je suis désolé, il y a 30 ans, je vous ai envoyé un truc, vraiment, c'est le truc à pas faire, quoi. Puis il me dit, ah, c'était vous. Il n'avait pas oublié. Il me dit, mais qui c'est? Mais il dit, c'était pas que vous m'envoyiez un manuscrit, mais il dit, mais qui c'est ce petit con qui a trouvé mon adresse? Parce qu'il voulait rester incognito. Voilà, bon. Alors je disais, peut-être une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Il y a une exception dans la langue française où le Q n'est pas suivi du U. Le coq. Je vois qu'il y en a qui font des mots croisés. Bon, alors, comme évidemment, tu te souviens pas de ce lipogramme, tant pis, j'aurais pas ma réponse. Mais tu parlais de Philippe Dian, il y a des textes que tu m'envoyais aussi où il était toujours question d'un auteur de polar américain dont j'ai jamais su s'il existait ou il faisait partie de la fiction. Tu te souviens pas? Il était récurrent ce nom-là. C'était toujours le fameux auteur de romans, je sais pas quoi. Je sais plus son nom. Bon, alors là, j'ai pas mes réponses. Bon, bah, tant pis. On approche de la fin. Je vais laisser à Joseph la mission de terminer cet entretien. Je lui ai demandé de choisir un extrait, de nous le lire et de nous expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi cet extrait en particulier. Alors, il me dit il aurait bien choisi les pages que Vincent vient de lire. Oui, mais il y a les autres que tu n'as pas pu lire. C'est celle... Alors, celle qu'il n'a pas lue, je ne sais plus où c'était, 164, 165. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est ce Voilà, passage. Oui, ça, tu ça peux lire tombe ça. bien, Ouais, alors. tu peux lire ça. Ouais, c'est tombe très bien. bien. Ouais. Oui, alors je lis, puis je vous dis pourquoi ce passage-là. Voilà, ouais, exactement. D'ailleurs, on a pointé le même truc, il faut le faire quand même. Quand on voit cette marée de plastique en photo, on ne songe pas à l'odeur. Et pourtant, ça macère, ça suinte au soleil, ça donne, selon les composants, des dégradations longues, certes, mais pas forcément homogènes dans le temps. On a beau être en plein air, les matières se mélangent à des algues, à de minuscules coquillages, dégagent d'étonnants relents chimiques, des putréfactions insolites qui, on le sait, sont très difficiles à décrire en littérature.
d'autant plus quand il s'agit de l'altération d'objets aussi saugrenus qu'un flacon de Woolit, un emballage de sneakers sous une plaque de polystyrène ayant protégé l'écran d'un home cinéma Samsung. C'est donc bien pour ça qu'on fait appel à Ève la sirène, pour nager dans l'eau bleue opale au milieu de la déchetterie océane. Enduite d'une pellicule de paraffine afin d'isoler sa peau, les yeux munis de lentilles protectrices, elle ondule en contre-plongée sous la couche de déchets. Ce qui est de toute beauté, Jay avait raison, la grâce au milieu du désastre. Le mouvement hypnotique de la queue dans l'apparent silence, saturé de couleurs, parfois bousculé par l'écho d'une orque. La lumière filtre depuis la surface, brouillée par l'entrechoquement d'un berlingot thermocollé de gazpacho andalou et le contenant d'un café bio Malongo. Ingrid, la chef-op, n'arrête pas de lui faire des signes en haut avec le pouce et l'index, lui signifiant ainsi combien c'est nickel, very good und wunderbar, ce qu'elle perçoit à l'image de son combo waterproof. À travers les larges masques de plongée, on devine les sourires des scaphandriers, le sentiment gratifiant du travail bien fait. Parfois, Ève se demande si l'emballage de tel produit, prenant au hasard un Twix ou une bouteille d'Évian, ne serait pas celui qu'elle aurait elle-même jeté il y a quelques mois. Improbable épopée depuis un trottoir, un caniveau, une rivière, un lac, un fleuve et une mer quelconque jusqu'au Pacifique Nord. Conséquence visible de nos actes, de nos inadvertances. Et pourtant, l'improbable advient, la preuve, c'est arrivé et ça arrive encore. Alors Ève remonte à la surface, émerge à la façon d'un crocodile d'un grand coup de queue dans une éclaboussure arc-en-ciel, une gerbe mousseuse jusqu'au nombril. Le chef-op catalan de la seconde caméra dit « Cut !» Ingrid remonte à son tour, ôte son masque et son tuyau de la bouche et annonce que c'est tout pour aujourd'hui. Das ist so schön. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? D'abord, c'est parce que il y a quelque chose sur l'inconséquence. Celui qui va créer l'accident, causer l'accident à Ève, c'est un accident causé par l'inconséquence, le fait de ne pas penser à l'autre finalement. Et c'est pour ça à un moment donné aussi que quand je décris Dubaï, je vais faire une description très minutieuse, statistique de combien il y a de litres d'eau, combien il y a d'espèces. C'est que il y a toujours une conséquence. Et dans ce monde virtuel, quand on photographie nos petites pizzas, et puis elles restent dans nos téléphones, dans nos trucs et tout, à la fin, il y a des centres de data qui sont sous terre, qui sont refroidis par de l'eau, ça consomme de l'énergie. Il y a toujours une conséquence. Quand il y a un conseil d'administration qui décide de fermer tel truc, à 15 000 km de là, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. On a toujours, c'est comme le jeu de l'avion, au bout de la file, il y a toujours quelqu'un qui va payer. Et en fait, c'est ça, au fond, ces gires de plastique, c'est là où c'est la conséquence qu'on ne voit pas, mais qui est visible. Et peut-être c'est ça, la seule chose sur laquelle j'ai vraiment mis, d'une certaine manière, un peu mon opinion des choses, c'est l'inconséquence. Et sans doute que ce monde fatigué, celui de l'inconséquence, où il faut penser un peu à la conséquence de nos gestes, à la chaîne autant un geste positif va porter, et je crois beaucoup à ça en fait, et je crois beaucoup au micro, à ce qu'on peut faire autour de nous. Mais voilà, j'avais juste envie de dire que comme elle a jeté un petit truc dans peut-être elle-même, ça nous arrive, de chewing-gum, et il a peut-être fini là 2 ans plus tard. Quand je vais me baigner dans le Rhône l'été, depuis gosse, on m'a toujours dit ne va jamais te baigner un lendemain d'orage ou après un orage, parce que l'eau coule dans le fleuve, il y a toute l'usure des pneus, et le fleuve est très pollué pendant quelques heures, le temps que ça s'écoule. Donc il y a une conséquence, on ne la voit pas, mais elle est là. Donc tout va vers la mer, finalement, et c'est un peu ça aussi. Ève finalement va vers la mer, et voilà, l'élément aquatique qui est à la fois le lieu où elle va se sentir légère, et aussi le lieu de la mort, parce que ainsi meurent les sirènes quand elles touchent le fond. Voilà. Oh, c'est très beau. Bien, il est temps, il nous reste quand même le temps des questions. Si certaines ont des questions à poser à Joseph. Si je peux encore me permettre une petite remarque, c'est quand il y a quelque chose, le fait qu'on assiste, je pense à Derbance et à Dubaï, dans cette espèce d'énormité de la chose, et il n'y a pas besoin d'être militant pour tout d'un coup sentir, justement parce que tu n'en fais pas trop,
cette impossibilité du monde, et il y a une fin, même si on ne doit pas la dire, c'est qu'elle est lubrique, quoi, d'arriver à noyer des gens dans le désert. Ouais, il en a parlé quand même. Mais une chose, justement, il y a un mot que tu as utilisé, c'est militant. Je ne suis surtout pas un militant. Je ne veux pas être un militant. Je peux dire des choses parce que, justement, je pense qu'un écrivain, un artiste, quel qu'il soit, ne doit... C'est jamais l'idéologie, c'est toujours, parce que le monde est toujours nuancé, il est toujours, voilà, on peut dénoncer des choses, mais il n'y a pas le camp du bien et du mal, tout est plus complexe que ça. Ça, c'est une chose que je tiens à dire. Et puis une autre chose, vu que tu as deux fois relevé Ramu, alors moi j'ai découvert, alors j'ai lu Ramu au collège, le fameux collège Voltaire, et déjà à l'époque, ça m'avait plu, alors que c'était apparemment très éloigné d'un jeune homme de 17 ans qui pensait à jouer au foot et faire la bringue, etc. Et j'ai redécouvert réellement Ramu il y a une dizaine d'années, en lisant La Grande Peur dans la montagne. J'étais à Leipzig, j'attendais au Centre culturel français, il y avait des bouquins, l'avion partait pas, et j'ai lu en 5-6 heures, là j'ai au fond de moi peut-être, j'ai lu La Grande Peur dans la montagne, et à partir de là j'ai acheté Ramu dans la Pléiade, et j'ai pas encore tout lu de lui, et je trouve que c'est parmi les 5 plus grands écrivains de tous les temps, c'est-à-dire qu'il y a une vraie langue. Là, on parle de la forme. À la fois, il y a des histoires qui sont extraordinaires, c'est pour ça qu'on l'a adapté à l'écran. Il y a une langue, il y a une façon de raconter qui est extraordinaire. Extraordinaire pour moi. Et Céline, à l'époque, disait il y aura 3 écrivains dont on se souviendra l'an 2000. Moi, Bernanos et Ramuse. Et il n'est pas assez connu, et je m'aperçois qu'en France, chaque fois qu'il m'arrive de le citer, très peu de gens le connaissent. Très peu de gens connaissent Charles Ferdinand. Il a été édité d'abord dans la collection Terre humaine, parce que justement, on ne le considérait pas du tout comme un écrivain, mais comme quelqu'un qui rapportait les écrits plutôt. Oui, puis il a eu ce moment où il était perdu, il est revenu en Suisse, il a cette magnifique lettre qu'il a écrite pour l'éditeur Grasset, qui est publiée chez Zoé, je trouve une très belle lettre. Et là, il va trouver sa voix, il va trouver son ton. Et récemment, j'ai rencontré un monsieur qui publie parce que c'est dans le domaine public, une petite maison d'édition en France, et il est resté très longtemps avec sa fille et son fils, qui sont absolument, ils vivent dans le Jura, ils sont pas du tout sous les feux de la rampe, rien, quoi. Et ouais, un immense écrivain, vraiment. Et c'est pas pour rien que ceux qui ont ouvert la brèche dans le style classique, c'est 2 écrivains suisses. C'est Sandrard et Ramu. Ouais. Parce qu'ils sont moins pris dans l'académie. Quand les écrivains français avant se permettaient une entorse, ils le mettent en italique. Pour dire, voilà, je suis conscient que... Bon, les écrivains suisses, c'est pas besoin. On dit aussi que Rousseau est un des pères du roman, avec les Confessions notamment. Hein. Donc, on en ajoute un 3e. Bon, il était citoyen de Genève, il n'était pas suisse. Mais bon. Autre question. Et oui, il y a ce moment à d'Herborance, où la sirène va chanter dans le petit lac de d'Herborance d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il fallait qu'elle chante tôt ou tard, à un moment donné, quand même, la sirène. Ouais. Non. Oui, peut-être. Tu as cité Ramu comme étant une de tes grandes références. Est-ce que dans le polar, qu'il soit français, scandinave, américain, est-ce qu'il y a comme ça des phares, des auteurs qui te paraissent au-dessus des autres? Alors, il y a un auteur américain qui s'appelle Harry Crews, C-R-E-W-S, qui est un auteur américain qui est décédé en 2014. Qui, comme la plupart des auteurs américains, et bon, après moi j'adore Zola et tout ça, Balzac, mais comme la plupart de ces écrivains et écrivaines américains, parce qu'il y a Flannery O'Connor, Carson McCullers, c'est aussi pas mal de femmes parce qu'on dit toujours que si on cite que des hommes, mais il vient de la vie. Prends pas de risque. Et Harry Crews est pour moi c'est même un écrivain, il n'a pas écrit énormément de livres, il a fini sa vie un peu mieux financièrement parce que Sean Penn lui a acheté les droits de tous ses livres, mais il n'en fera peut-être jamais des films, mais c'est extraordinaire, quoi. Il s'est même permis de rater des livres, il y a 2 livres qui sont absolument illisibles, mais La malédiction du gitan,
lisez son autobiographie des mules et des hommes, c'est extraordinaire. Et puis après, voilà, alors je dirais plus c'est du roman noir, parce que moi je fais pas du polar. Après j'ai eu 2-3 livres dans des collections. Plus. Après il y a un écrivain suisse extraordinaire qui fait alors lui du policier, mais c'est Dürrenmatt. Dürrenmatt c'est extraordinaire. Pour moi La Promesse, La Panne, Le Juge et son bourreau c'est quasiment du théâtre, mais c'est extraordinaire d'intelligence, de subtilité, d'humour. Friedrich Glauser est bien aussi. Friedrich Glauser aussi. Il y en a un de Friedrich Glauser, c'est un diptyque. J'ai oublié le L'inspecteur Studer. Oui, mais c'est autre chose, c'est un diptyque dans un restaurant. C'est une histoire d'un gars qui travaille dans un restaurant de Paris, c'est c'est lui. Et à un moment donné, il y a un porte-monnaie qui disparaît de la poche d'un des manteaux des gars qui travaillent et on l'accuse. Ah oui. Et ça se passe tout dans un restaurant, c'est extraordinaire. Et après, il y a une autre histoire en lien, mais qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est un type qui donne des leçons de violon à une jeune fille. Et puis après, en réfléchissant beaucoup et longtemps, on trouve les points de... Oui, Glauser, un Suisse dont on n'entend jamais parler, qui a vécu longtemps à Genève. Bien sûr. Et qui était un drogué, quoi. Je ne sais pas si c'était l'héroïne ou le laudanum, je ne sais pas. Héroïne, tout. Donc on parle des années 40, 30, 40, et il va rencontrer une femme, il va tomber amoureux, ils vont aller se marier dans les Cinque Terre, et le jour de son mariage, ou la veille, il meurt, il a une crise cardiaque, il avait trouvé le bonheur et il meurt. Comme Balzac. Comme quoi c'est dangereux le bonheur. Allez, let us drink it. Voilà, on arrive au bout. Je remercie Joseph Cardona pour tout ce qu'il nous a apporté durant cette heure et demie. J'aimerais signaler que Joseph, en tant qu'homme, est quelqu'un qui y croit, c'est pas quelqu'un de désabusé. La preuve, c'est que là, il va signer des livres que vous voudrez bien lui faire dédicacer, puis ensuite, il va s'en aller pour regarder la télévision. Italie, Bosnie-Herzégovine, avec la conviction que l'Italie va se qualifier, c'est vous dire s'il y croit. Je vous rappelle que la dernière fois, l'Italie s'est fait éliminer par la Macédoine du Nord. Il y avait une équipe de bras cassés. Depuis 12 ans. Donc on lui souhaite quand même bonne chance. D'abord, je vous remercie de l'invitation, je vous remercie d'être là. Je remercie Pierre de cette magnifique présentation. Je remercie Vincent de vraiment cette lecture haut de gamme. Claire qui est venue avec ses cartons, qui soulève avec ses petits bras musclés, qui est là. Et notre présidente qui reviendra en sirène. Donc... Alors, oui, bien entendu. Mais je vais quand même boire un coup. Tous les gens ici savent qu'il y a l'apéro, ils s'en privent pas régulièrement, donc il n'y a pas besoin de le répéter. Bien évidemment, Joseph, tu as droit à l'apéro. Oui, et par contre, une autre fois, je t'avais dit, on peut aller manger au restaurant. Parce que moi, je pensais que le